Le rêve américain a-t-il toujours été un cauchemar déguisé ? Pendant des décennies, cela signifiait un emploi stable, une maison de 2 chambres avec une clôture blanche et les classiques 2 enfants et demi. Peut-être même un fonds pour l'université mis de côté. Mais ce rêve existe-t-il encore ? Les salaires stagnent et la dette est écrasante. Les bases de l'économie s'effondrent. Que va-t-il se passer ensuite ? Dans cet épisode de l'Infographics Show, nous dévoilons la fin du capitalisme américain. Le capitalisme est un mot à la mode que vous avez sûrement entendu de nombreuses fois. C'est un concept simple et complexe à la fois. Selon la personne à qui vous demandez, les premières formes de capitalisme sont apparues des siècles avant même que l'Amérique n'existe. Le cœur du capitalisme, c'est l'idée qu'il s'agit d'un mode de production. C'est un terme large, englobant l'infrastructure, l'équipement, les ressources et la main-d'œuvre liée à la fabrication de produits ou services. Et cela peut appartenir à titre privé à quelqu'un qui ne participe pas activement à tout cela. Et les ressources générées par la vente de ces biens et services peuvent être réinvesties dans le processus pour le rendre plus grand et, en théorie, meilleur. Le nom de ces ressources, c'est le capital, d'où le terme capitalisme. Disons simplement que tu es un cordonnier, quelqu'un qui fabrique des chaussures pour gagner sa vie. Pour vendre de belles bottes en cuir, achèterais-tu le cuir ou le tannerais-tu toi-même ? Ensuite, tu conçois la chaussure, tu découpes le cuir dans les bonnes formes dans ton atelier, tu assembles le tout, et maintenant tu as une paire de bottes à vendre. Tu peux fixer le prix de ces bottes, selon le coût des matériaux, ton temps de fabrication, et un supplément pour ta compétence acquise. Avec un peu de chance, tu pourrais gagner assez avec ces chaussures pour subvenir à tes besoins, et ceux de ta famille. Mais les capitalistes voient les choses en beaucoup plus grand. Un artisan très qualifié peut fabriquer une belle botte, mais cela prend du temps. Et si tu veux produire plus, le capitaliste peut avoir de l'argent de famille, des profits d'une autre industrie ou des prêts de riches. Avec cet argent, il achète une usine et embauche des ouvriers. Au lieu d'une personne qualifiée pour toute la chaussure, tu engages quelqu'un pour la concevoir, un autre pour couper le cuir et un autre pour assembler. Aucune compétence préalable n'est nécessaire, chaque tâche étant facile à apprendre. Grâce à une chaîne de production d'ouvriers spécialisés, ils fabriquent et vendent ces bottes plus vite, offrant ainsi plus de choix au public. Cela peut aussi offrir une vie plus stable aux ouvriers. Ils n'ont pas à se soucier de commercialiser les produits auprès de leurs clients ou d'obtenir les matières premières auprès de leurs fournisseurs. Ils n'ont qu'à répéter leurs petites tâches sans cesse. Cependant, chaque participant gagne moins que le cordonnier, ce qui ne s'explique pas uniquement par le surcoût d'un système élargi. Le capitaliste souhaite également sa part pour avoir investi. Et s'ils sont particulièrement avides, ils peuvent faire une ou plusieurs des 3 choses suivantes. Payer les ouvriers des salaires misérables, rogner sur la qualité de la production, ou imposer aux consommateurs un prix bien supérieur à ce que valent réellement les bottes. En théorie, le capitalisme intègre un mécanisme pour l'empêcher, la concurrence. Dans un monde capitaliste idéal, il n'y a pas qu'une seule personne qui dirige une entreprise de cordonnerie industrialisée. Il pourrait y avoir un grand nombre d'entreprises qui font cela, et elles se font concurrence à la fois pour gagner des parts de marché et pour attirer les meilleurs talents parmi les travailleurs. Si les chaussures sont trop chères ou de mauvaise qualité, le client peut acheter ailleurs de meilleures chaussures à moindre prix. Si les conditions de travail et le salaire sont mauvais, les employés partent chez des concurrents, ce qui fait s'effondrer les chaînes de production. C'est ça le libre marché, l'un des concepts fondamentaux du capitalisme en action. Adam Smith, père du capitalisme et économiste écossais, voyait ce système comme transformant l'égoïsme en utilité. Les employeurs cherchent à garder clients et employés. Ils ont donc intérêt à proposer des prix et salaires justes et compétitifs. Et nulle part sur Terre, le capitalisme n'a autant prospéré qu'aux États-Unis. En 1905, Max Weber publie L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il a affirmé que les racines protestantes de l'Amérique expliquaient la force du système. Nation hostile dès l'origine à la monarchie, elle est devenue un terrain idéal pour le capitalisme. Et au fil des siècles, alors que les pays européens continuaient à se saboter mutuellement dans des guerres mesquines, les États-Unis ont vu leur secteur industriel croître de plus en plus. Après la Première Guerre mondiale, elle était une grande puissance capitaliste mondiale. C'est ainsi que sont apparus les géants industriels américains, comme AT&T, Levi's, Coca-Cola et Ford. Ford, première à fabriquer des voitures abordables en série, a connu une croissance inédite grâce à la même chaîne de production que notre entreprise de chaussures hypothétique. Mais il n'y a pas que les fabricants qui ont prospéré aux États-Unis après la Grande Dépression. Nous y reviendrons plus tard. C'était aussi l'autre élément clé du capitalisme, les consommateurs.
Après la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont rejoint le marché du travail, augmentant la main-d'œuvre et les revenus disponibles. La prospérité économique d'après-guerre a donné naissance à une forte classe moyenne, et avec elle, beaucoup d'argent à dépenser. Pendant ce temps, une grande partie du monde se remettait des bombardements, invasions, occupations et génocides. Vendre des biens au peuple américain est devenu l'affaire la plus lucrative au monde, si bien que de nombreux industriels américains pouvaient là s'enrichir en vendant leurs produits sur le marché intérieur et en évitant les droits de douane. Un instant, il a paru que ce système capitaliste pouvait être le ticket d'or des États-Unis vers la suprématie mondiale et une meilleure qualité de vie pour son peuple. Et puis tout a commencé à s'effondrer. L'agonie du capitalisme américain a débuté avec la montée de la mondialisation commerciale après la Seconde Guerre mondiale. Le problème des marchés capitalistes est qu'ils doivent sans cesse augmenter leurs profits pour rester sains. Cela peut arriver de 3 façons. Une fabrication moins chère, une part de marché plus grande ou des produits plus onéreux. Mais chacune de ces méthodes peut être risquée dans un marché libre où les consommateurs et les travailleurs ont le choix. Que se passerait-il si vous déplaciez la fabrication ailleurs, avec l'accord général sur les tarifs douaniers et, plus tard, l'Organisation mondiale du commerce? Le commerce international était stable. Les entreprises américaines ont réalisé qu'elles pouvaient économiser en installant leurs usines dans des pays en développement. Elles envoyaient des marchandises aux États-Unis pour les vendre aux consommateurs américains avec une belle marge, assurant ainsi un bon bénéfice. Et comme certaines de ces entreprises comptent sur le travail dans des ateliers clandestins, leurs ouvriers n'ont pas la liberté de partir lorsque les salaires ou les conditions sont déplorables. D'énormes déficits commerciaux avec les pays où les entreprises américaines ont délocalisé leurs usines ont freiné la croissance des salaires pour les Américains sans diplôme universitaire. Entre 1979 et le milieu des années 2010, les salaires de ce groupe ont baissé de 5 à 6%. C'est déjà grave, mais c'est encore pire quand on compare cela à la hausse des prix de près de 226% pendant la même période. Mais vous ne verriez pas ça aux informations, où beaucoup des entreprises qui délocalisent des emplois à l'étranger achètent des espaces publicitaires lucratifs. Et si vous avez l'impression que cela s'est encore aggravé ces dernières années, vous ne rêvez pas. La mondialisation du commerce, au détriment de la production nationale, l'a rendu extrêmement vulnérable à des événements mondiaux comme la pandémie de Covid-19. Cela a provoqué l'effondrement de nombreux flux commerciaux pendant des mois, dont les conséquences se ressentent, encore aujourd'hui, avec une inflation incontrôlée. Même si chaque homme politique espère accéder au pouvoir en promettant de ramener les emplois manufacturiers, il est impossible de réparer cela sans une restructuration totale de l'économie américaine. Sauf si le 1% accepte d'importantes pertes de richesses ou de répercuter les coûts sur les consommateurs au risque de les perdre, la production manufacturière restera sans doute à l'étranger. Aucune option n'est attrayante, sans pression gouvernementale, qui ne viendra pas, rien ne changera. Les États-Unis sont maintenant une société capitaliste post-industrielle. Qu'est-ce que cela implique pour vous? Regardez votre fiche de paie. Les salaires de tous, sauf les plus riches, ont fortement baissé pendant la crise du coût de la vie. Selon une étude de ZipRecruiter, en 2023, 48% des 2000 entreprises sondées ont réduit les salaires de certains postes, surtout les moins bien rémunérés. Avec la hausse des prix, les entreprises licencient pour économiser, générant un surplus de main-d'œuvre et permettant aux employeurs d'offrir des salaires plus bas. La concurrence pour les offres d'emploi est si faible qu'il n'y a aucune incitation à proposer quelque chose de mieux. Nous le sentons tous dans notre portefeuille au quotidien. Un sondage CBS montre que 2 Américains sur 3 sont stressés par leurs finances. Nous sommes très jaloux de ce 3e Américain. Et ce n'est pas aussi grave que les 3 Américains sur 4 dont le revenu n'a pas suivi l'inflation. De nombreux Américains doivent cumuler plusieurs emplois simplement pour survivre, sans espoir d'améliorer leur situation. L'Américain moyen supporte aussi le poids de la dette à la consommation. Cela équivaut en moyenne à près de 90 000 $, principalement en dette de carte de crédit, prêts auto, hypothèques, crédits immobiliers et prêts étudiants. L'éducation devrait, en théorie, égaliser les chances et permettre aux Américains de mieux contrôler leur vie et d'améliorer leurs perspectives professionnelles. Mais comment cela pourrait-il être possible alors que le métier d'enseignant lui-même devient une profession de plus en plus hostile à exercer? Malgré les hausses de salaire, les enseignants de nombreux États gagnent 5% de moins qu'il y a 10 ans en tenant compte de l'inflation. Pour les personnes appartenant à une classe moyenne qui disparaît rapidement, certains des marchés traditionnels du succès capitaliste semblent désormais désespérément hors de portée. Quel meilleur exemple que l'accession à la propriété? En 2024 seul,
24% des ventes immobilières concernaient des primo-accédants. C'est une baisse vertigineuse de 50% par rapport à 2010. Aujourd'hui, l'âge moyen d'un primo-accédant est de 38 ans, soit 10 ans de plus que la norme historique. En mars 2025, une maison sur 5 seulement était jugée abordable pour un salaire annuel de 75 000 $. Avec un revenu de 50 000 $, seuls 8,7% des annonces immobilières sont accessibles. C'est une baisse de 9,4% par rapport à 2024. Être contraint de rester locataire à vie est déjà grave, mais une perspective encore pire devient probable. Depuis 2024, le nombre de sans-abri aux États-Unis a augmenté de 18%, ce qui est totalement déprimant. Environ 771 000 personnes, près d'1 million d'Américains, dorment dans leur voiture ou dans la rue. 150 000 sont des enfants. Le département américain du logement et du développement urbain, auteur des rapports, a affirmé que ces chiffres sont les pires jamais observés. Si ces tendances se confirment, l'un des principes du rêve américain, la maison avec la clôture blanche, deviendra inaccessible pour la majorité des Américains. La seule façon pour eux de pouvoir en faire l'expérience sera en fait dans leurs rêves. Mais qu'en est-il des 2 enfants et demi ? Eh bien, il s'avère que dans cette forme moderne du capitalisme américain, vos chances pour cela ne sont pas très bonnes non plus. Environ 10 millions d'enfants sont gardés aux États-Unis, pour un coût moyen de 1 000 $ mensuels par enfant. Et ça c'est pour les options les moins chères. En Californie c'est plutôt 2 000 $ par mois, et cela ne prend même pas en compte les coûts de la nourriture, des vêtements et des loisirs, qui ne feront qu'augmenter à mesure qu'ils grandissent. Et qu'en est-il de la promesse selon laquelle vous pourrez prendre votre retraite dans vos vieux jours pour vous reposer, vous détendre et poursuivre vos passions tout en vivant de vos économies et de votre pension ? Désolé, cette possibilité disparaît aussi. 11 millions d'Américains, soit une personne sur 5 de plus de 65 ans, travaillent encore sans autre issue que la tombe en perspective. La moitié des femmes et 47% des hommes de 55 à 66 ans n'ont pas d'épargne retraite. 90 jets privés ont décollé pour le second mariage de Jeff Bezos. Le fossé entre les riches et les pauvres semble se creuser de plus en plus. Selon le recensement de 2025, le revenu moyen des ménages stagne depuis la pandémie, alors que les plus riches ont légèrement augmenté leurs revenus. Pendant les pires années du confinement, les gens ordinaires souffraient tandis que les milliardaires s'enrichissaient. La fortune totale des milliardaires américains a bondi de plus de 2 000 milliards de dollars entre mars 2020 et octobre 2021, passant d'environ 2 900 à près de 5 000 milliards de dollars. Les États-Unis ont plus de 700 milliardaires, un record mondial. Voyons maintenant les 5 plus riches de cette période. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page, Elon Musk, et bien sûr, le très heureux marié, Jeff Bezos. Durant le confinement, leur richesse a augmenté de 123%. Au premier trimestre 2025, les 50% les moins rémunérés aux États-Unis détenaient seulement 2,5% de la richesse nationale. Le 1%, le plus riche, possède désormais 40% en 2002, selon la Réserve fédérale. Alors, quand les médias célèbrent la flambée de la bourse, nous savons qui en profite vraiment et ce n'est pas nous. Il faut se souvenir que cette situation s'est déjà produite. Les années folles n'étaient pas folles pour tous. Tandis que les Gatsby vivaient dans le luxe, les gens ordinaires peinaient de plus en plus à joindre les deux bouts. En 1923, la Cour suprême a déclaré les lois sur le salaire minimum inconstitutionnelles. Les employeurs pouvaient donc payer leurs ouvriers une misère. En 1926, le président Coolidge a baissé les impôts des riches pour relancer l'économie. Mais l'effet a été contraire. En 1929, la déréglementation avait stupéfié par la concentration de la richesse. 0,1% de la population possédait 34% de la richesse nationale, autant que les 42% les plus pauvres réunis. Dans ce pays de plus de 100 millions d'habitants, 200 sociétés contrôlaient la moitié de la richesse des entreprises. Bien que les bénéfices des entreprises aient augmenté d'environ 62% au cours de la décennie, ce succès ne s'est pas répercuté vers le bas. En octobre 1929, l'économie américaine a explosé. Et encore, c'est un euphémisme. L'une des principales raisons pour lesquelles la bourse s'est effondrée et le système bancaire américain a fait faillite est un résultat assez évident de la myopie et de la cupidité. Les entreprises exploitèrent leurs ouvriers en les payant très peu pour produire massivement. Mais comme tous gagnaient une misère, ils n'avaient aucun pouvoir d'achat. Donc il n'y avait personne pour acheter les produits que ces entreprises avaient surproduits.
tous se retrouver avec un excédent de biens coûteux, de l'agriculture à la consommation. Et cela a préparé le terrain pour la Grande Dépression. Ce qui a sauvé l'Amérique à l'époque, c'était le New Deal, mis en place par Franklin D. Roosevelt, selon les philosophies économiques de Maynard Keynes. Keynes pensait qu'une économie saine repose sur la circulation permanente de l'argent. Les patrons paient bien leurs ouvriers, qui peuvent alors acheter des produits avec leurs revenus disponibles, renvoyant ainsi l'argent aux patrons. Ils s'en servent pour produire davantage et payer les ouvriers, tandis que le gouvernement perçoit des impôts sur ces flux financiers. S'il existe de fortes protections pour les travailleurs, ce système peut fonctionner pour tout le monde. Mais cela signifie qu'une moindre part de la richesse collective est concentrée entre les mains des ultra-riches, nos super-capitalistes américains. Confrontés à des lois du travail qui les obligent à payer des salaires équitables, les entreprises ont trouvé une solution de contournement. 2 exemples, le lobbying des entreprises et l'économie des petits boulots. Uber, Airbnb, DoorDash, Fiverr, Upwork, Crowdspring, Etsy et LegalZoom partagent un point commun. Ce ne sont pas des emplois, ce sont des petits boulots. Ils évoluent dans une zone grise juridique sans protection ni réglementation de l'emploi traditionnel, permettant aux entreprises d'économiser et de monétiser toujours plus la vie. Moins de personnes sont légalement considérées comme employées qu'avant. Des chauffeurs de taxi aux auteurs de vidéos éducatives en ligne, toutes ces personnes sont des prestataires, et cela représente une dynamique totalement différente de l'emploi traditionnel sur le papier. En 2023, 64 millions d'Américains, soit 38% de la main-d'œuvre, ont travaillé en freelance. C'est 4 millions de plus qu'en 2022, et la situation n'a fait qu'empirer depuis. Comment les entreprises gardent-elles ces failles qui leur font économiser de l'argent mais nuisent à la sécurité des travailleurs ? 2 petits mots magiques, lobbying d'entreprise. C'est lorsque les entreprises et d'autres groupes paient pour influencer les actions des clowns du Congrès. En 2024, les dépenses de lobbying ont atteint 4,4 milliards de dollars, un record. C'est légalement protégé par le premier amendement et la loi sur la transparence du lobbying. Cela garantit que lorsque l'argent est considéré comme une forme de liberté d'expression, ceux qui ont le plus d'argent auront toujours les voix les plus puissantes. Ils maintiennent les niches fiscales grandes ouvertes. Ils s'assurent que leurs échecs soient renfloués avec l'argent des contribuables. Si tout échoue, une entreprise en difficulté peut légalement racheter ses actions, augmentant artificiellement leur valeur par une rareté créée. La concurrence devrait les rendre honnêtes, mais ils cherchent à la supprimer. Le pire, c'est qu'ils y arrivent. Les entreprises se permettent d'agir de façon terrible pour écraser la concurrence, que ce soit par des prix prédateurs ou plus souvent par des méthodes monopolistiques comme les fusions et acquisitions. Les grandes entreprises rachètent ou fusionnent avec les petites, devenant vite l'unique choix sur le marché. Et avec suffisamment d'argent pour le lobbying, vous pouvez tenir la Federal Trade Commission à distance pendant très longtemps. Vous ne nous croyez pas. Voici des entreprises connues ayant fait l'objet de plaintes pour pratiques anticoncurrentielles. Google, Amazon, Apple, Visa et Live Nation Ticketmaster. C'est terrible pour les consommateurs et les travailleurs, et la situation ne s'améliore pas. En ce moment, les technologies dans lesquelles ces entreprises investissent le plus, comme l'intelligence artificielle, sont prêtes à rendre la vie encore plus difficile pour nous tous. Que se passera-t-il ensuite ? Atteindrons-nous un point où nous dirons tous « ça suffit ». Démanteler le système actuel et bâtir mieux ? Sommes-nous juste au milieu d'une suite de dominos menant à pire ? Pour la classe moyenne et ouvrière, la situation paraît apocalyptique. Sans réforme ou révolution. Tous les chiffres effrayants que vous avez entendus ne vont faire qu'empirer. Salaire, emploi, logement, dette, sans-abri. Les monopoles concentrent richesse et pouvoir comme jamais. Ils pratiquent un capitalisme de connivence, transformant le gouvernement en leur outil et menant à un techno-féodalisme où liberté et richesse s'effondrent. D'une manière ou d'une autre, une chose est certaine. Avec la direction que prend le capitalisme américain, nous allons tous en souffrir. Vous assistez peut-être à la mort du capitalisme, mais ce n'est pas la première fois que le pays est au bord du gouffre. Regardez le tarif qui a détruit l'économie américaine en quelques semaines pour voir comment tout s'est déjà effondré, ou cliquez plutôt sur cette vidéo